Bienvenue tout le monde. Tout d'abord, merci d'être ici pour accueillir mon collègue Carly Zitter ici à l'Université Laval et tout le monde en ligne. Merci pour participer à cette réunion. Je voulais juste présenter Carly. Carly, c'est une collègue, mais elle est une professeure agrégée à Concordia Université. Elle travaille dans le contexte urbain et j'ai son bio officiel que je voulais juste lire. Carly Zitter est une professeure agrégée de biologie et titulaire d'une chaire de recherche universitaire en écologie urbaine et en durabilité à l'Université Concordia, où elle est fière de diriger le labo d'écologie du paysage urbain. Elle a eu la chance d'être formée par d'excellents mentors au cours de son doctorat à l'Université de Wisconsin-Madison, de sa maîtrise à l'Université McGill et de son bac à l'Université Guelph. Elle co-dirige actuellement la feuille de route mondiale Natura pour les solutions urbaines basées sur la nature en Amérique du Nord. Carly croit fermement à la communication de la science au public et a remporté le prix du communicateur de recherche de l'année de Concordia au niveau local, national et international. So, rejoindre à moi pour accueillir Carly ici elle va présenter son programme de recherche et toutes ses collaborations ici à l'Université Laval aussi. Merci. OK. Tu m'entends? Oui? OK. Merci, Janani, de m'avoir présenté. Merci aussi à mes étudiants qui ont réalisé la plupart des recherches. Je travaille également avec un grand nombre, ça ne marche pas, mais je travaille avec un grand nombre de collègues, notamment des géographes, des ingénieurs, des politologues, des taxonomistes, etc. Je fais des recherches super interdisciplinaires. Et bien sûr, il est impossible de faire le type d'écologie urbaine que je fais sans le soutien de nombreuses organisations et de la population locale qui collaborent avec nous. Merci également à mon professeur de français qui a beaucoup appris sur la foresterie urbaine pour m'aider à pratiquer. C'est ma première colloque en français, donc merci à vous pour sa patience en avance. OK. L'urbanisation progresse rapidement. Souvent, lorsque les écologistes montrent ce type de carte, ils utilisent pour mettre en évidence les zones sombres, les paysages intacts, comme la forêt boréale, par exemple. Et ces zones, c'est important, bien sûr, mais personnellement, j'aime travailler dans des endroits lumineux où vivent les gens. Et l'une des raisons pour lesquelles ces zones urbaines sont si importantes à mes yeux, c'est parce que nous vivons dans un monde urbain. Plus de 50% de la population mondiale vit dans des villes, 4 Canadiens sur 5. C'est peut-être un peu contre-intuitif, mais c'est dans les villes que nous faisons le plus souvent l'expérience de la nature. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour la conservation de la biodiversité et aussi pour notre bien-être? Et, c'est un peu blurry, mais ça marche. À l'échelle mondiale, la situation est assez grave. Une ville de la taille de Londres est construite toutes les 7 semaines. Cette urbanisation empiète sur les habitats naturels, libère du carbone et endommage les zones côtières. Mais ce problème ne se limite pas à l'échelle mondiale. Les défis existent à plusieurs échelles. Par exemple, le changement de la biodiversité, vont de l'extinction locale à la propagation mondiale d'espèces envahissantes. L'infrastructure urbaine a un impact sur les services écosystémiques, allant des îlots de chaleur urbains, ça c'est mon spécialité, sur le cycle global du carbone. Ces défis sont importants, mais personnellement, je préfère réfléchir aux possibilités d'améliorer la biodiversité et les services écosystémiques dans les environnements urbains. Et les possibilités, les solutions sont plutôt locales.
Par exemple, les impacts positifs des habitats à petite échelle dans la ville, la planification urbaine intégrée, participative. Euh, donc, pour progresser vers un monde urbain plus durable, nous devons nous familiariser avec l'écologie de nos villes et nos quartiers. Et dans mon labo, nous le faisons en examinant tous ces espaces verts diversifiés, parcs au jardin, les terrains vagues, les arbres bord de les rues, même si les infrastructures vertes bâties comme les ruelles vertes, les toits végétalisés. Et nous utilisons les méthodes basées sur le travail de terrain et aussi la synthèse pour déterminer comment mieux comprendre et mieux aménager ces zones afin de soutenir à la fois la conservation de la biodiversité et la fourniture des services écosystémiques. Je sais qu'il existe une multitude de termes et d'opinions, un peu de controversie dans le domaine des services écosystémiques. Il y a beaucoup de mots, je ne sais pas en français, mais nature-based solutions, nature's capital, nature's gifts. Moi, j'utilise cette expression, service écosystémique, comme cadre de communication. Nous dépendons tout de la nature pour notre santé, notre sécurité, notre bien-être. Un autre aspect important de ce concept est que les services écosystémiques sont coproduits. Il s'agit d'une relation entre les êtres humains et la nature. Ce n'est pas juste une direction de la nature à nous. Je n'ai pas besoin de définir la biodiversité pour ce public, je pense, mais il existe de nombreuses idées fausses sur ce concept parmi le grand public et parfois les municipalités. Nous y reviendrons à la fin du colloque à cette idée des idées fausses sur la biodiversité urbaine. Donc, en résumé, mon labo a réfléchi à la manière dont les villes, ou plutôt les citadins, nous, peut-être je peux... Est-ce que possible de hide that? Oh. OK. Non, mais est-ce que possible de juste... Ah, c'est bon. OK. OK. La manière dont les villes ont besoin de nature. Par exemple, comment mesurer les services écosystémiques. Aussi, qui sont les acteurs impliqués lorsqu'on parle des services écosystémiques. Et en même temps, la nature a besoin de ces villes. Donc, comment pouvons-nous créer des meilleures villes pour les autres espèces? Je fais des recherches sur de nombreux aspects de la nature urbaine, les arbres, les insectes, les oiseaux, mais je vais commencer par les arbres parce qu'ils sont très importants, comme vous pouvez le lire ici dans le plan climat de Montréal. Augmenter le nombre d'arbres à Montréal est donc un des gestes les plus significatifs. Mais aussi, je commence avec les arbres parce que ce sont mes préférés. J'adore les arbres. Et mon labo tend à de mesurer les avantages des arbres à l'achat spécial et temporel en ville. Je commencerai par un service écosystémique très important, le refroidissement. Dans les villes, nous sommes confrontés au phénomène des îlots de chaleur. Nous pavons les espaces verts, modifiant ainsi le bilan énergétique. Mais il n'est pas nécessaire de comprendre le bilan énergétique ou le biophysique pour être familière avec les îlots de chaleur, parce que nous avons tous ressenti la chaleur d'été dans la ville, dans un stationnement au centre-ville, par exemple, en été, par rapport à un parc ou une forêt. Et c'est un problème même dans les villes hivernales comme Montréal et Québec. Par exemple, quand j'étais jeune, il y avait 11 jours, plus ou moins, il faisait plus de 30 degrés à Montréal. Pendant ma retraite, il fera plus de 50 jours de plus de 30 degrés à Montréal. Ici au Québec, les chiffres sont 4 jours et 34 jours, plus de 30 degrés. Donc, c'est une différence énorme
en la chaleur et les arbres peuvent réduire les effets de la chaleur urbaine. Et nous prenons de nombreuses décisions concernant les arbres. Faut-il traiter ou abattre les arbres en cas d'infestation d'insectes, par exemple la grille de frêne? Quelle espèce cultiver dans la pépinière pour planter en ville? Merci beaucoup. Et ces décisions définissent le paysage des endroits à risque, the riskscape, de chaleur urbaine à l'avenir. J'ai commencé à travailler sur la chaleur urbaine lorsque j'étais doctorant. On utilise les méthodes peu conventionnelles, une station météo à vélo, mais en posant des questions assez conventionnelles. Comment l'hétérogénéité de la couverture végétale et les surfaces bâties, les surfaces imperméables, influencent-elles la température dans nos villes à l'échelle locale? J'ai échantillonné les zones présentes des couvertures forestières, les canopies et des surfaces imperméables différents en ville. Et voici un exemple de données. Tu veux voir la couleur change comme ça. C'est un exemple de données sur la température de l'air. Et nous pouvons voir qu'il y a une différence de la température considérable dans les différents endroits de la ville. Dans le même quartier, la température a une différence de 4 degrés, 27 degrés à 30. Et vous pouvez lire la publication si vous souhaitez connaître les détails de l'analyse. Il y a une très grande base de données avec beaucoup d'analyses. Mais aujourd'hui, je vais donc me contenter de présenter rapidement les points saillants. Et tout d'abord, l'ampleur de cet effet de canopée est en réalité, c'est juste comme ça, est en réalité supérieure à celle de l'imperméabilité à toutes les échelles. Par exemple, une couverture végétale suffisante peut réduire la température de 1,5 à 1,5 degré, et alors qu'une surface imperméable ne la réchauffe que 1 degré. Cependant, cette relation n'était pas linéaire, en particulier à l'échelle d'un quartier. Il faut dépasser 30 à 40 de canopée de couverture forestière pour commencer à absorber l'effet significatif. Alors, la gestion des forêts urbaines est donc un outil puissant pour atténuer la chaleur urbaine pendant la journée. Mais ce que tout le monde veut savoir, c'est où planter des arbres. En augmentant la canopée dans les quartiers proches de Sud, dans les quartiers proches de 30 ou 40%, il est possible d'obtenir le meilleur refroidissement avec un nombre limité d'arbres. La plantation locale ciblée reste efficace, mais a moins d'effet si les zones environnantes ont une faible canopée. Donc, si je plante un arbre, c'est important, c'est une différence, mais si je plante un arbre, ma voisin plante un arbre, la ville plante un arbre, c'est un meilleur refroidissement. Et peut-être le plus important, nous ne pouvons pas oublier les zones à faible canopée. Les efforts d'adaptation au climat doivent prendre en compte les questions d'injustice environnementale inhérentes aux villes. Donc, ce n'est pas suffisant de juste faire numéro 1 et planter des arbres dans le quartier qui a déjà des arbres. Et ce travail renforce vraiment une règle proposée par mon collègue Cécile Kaneinendijk de 330-300. C'est difficile de dire en français pour moi, mais 330-300. Je sais que cette règle n'est pas parfaite et qu'elle ne s'applique pas partout. Je suis d'accord avec ça, c'est un peu simpliste. Mais j'ai apprécié le fait qu'elle souligne la nécessité de réfléchir à bon nombre de ces services écosystémiques essentiels liés aux arbres, non pas à l'échelle de la ville dans son ensemble, mais à l'échelle des ménages et des quartiers. Oh, c'est un peu une erreur, mais ça va. Où ces avantages sont réellement
accessible. En tant qu'écologiste paysagère, c'est important de moi que cette règle est spéciale. Les services écosystémiques doivent atteindre les personnes qui en ont besoin. Et il est très clair, très, très clair que nous ne vivons pas actuellement dans un monde très traçant à Montréal ou à Québec ou bien dans les villes à Canada. Ici, c'est juste un exemple de le Town of Mount Royal, un quartier très favorisé juste à côté de le quartier de Park Extension. Et c'est une différence énorme dans les arbres dans la canopée. Les îlots de chaleur, en général, affectent les plus vulnérables, nouveaux immigrants, communautés défavorisées, personnes âgées. Et cet article de Radio-Canada offre un excellent aperçu de ça. Alors, comment nous, les écologistes, pouvons-nous faire face à cette réalité selon laquelle les systèmes que nous étudions, les schémas que nous mettons à jour dans nos recherches sont façonnés par ces injustices incroyables? Cela a changé ma façon de travailler lorsque j'ai mis en place mon labo, mon programme de recherche à Concordia. Donc, nous continuons à étudier la température. Ça, c'est beaucoup de mes étudiants avec les capteurs dans les villes. Et certaines de nos recherches portent encore sur ces questions écologiques fondamentales au sujet de la composition et configuration de la végétation, par exemple. Mais nous essayons également d'intégrer une perspective de justice dans notre recherche. Aujourd'hui, je vais juste faire un aperçu rapide de 3 projets récents de la température. Le premier projet, c'est un projet de Ling Shan, une étudiante de doctorat. Ling Shan est très courageuse parce qu'elle a 3 superviseurs. C'est moi dans différents domaines. Moi en biologie, écologie, ma collègue Ursula, ingénieure, et ma collègue Angela en géographie. Et sur la base de la composition et la configuration des espaces verts, Ling Shan a modélisé le refroidissement de la végétation à l'île de Montréal, mais elle inclut les personnes et la vulnérabilité dans ses analyses. Elle a publié il y a quelques semaines un nouvel article qui montre qu'il existe l'inadéquation entre l'offre et la demande des services de refroidissement. Les lieux où vivent les résidents les plus vulnérables, par exemple les résidents plus âgés, plus jeunes, manquent souvent de végétation. Donc, il y a des zones rouges avec moins de demandes de refroidissement par rapport à l'offre. Désolé, l'autre côté, plus de demandes par rapport à l'offre. Et ces disparités sont amplifiées par un niveau d'éducation et des revenus plus faible. Donc, il y a beaucoup de couches d'inégalité. Bella est un autre doctorant qui réfléchit à la question de l'équité, comment l'historique d'un parc influence-t-elle ses bénéfices aux utilisateurs. Et elle a demandé comment l'utilisation historique de terre influence la capacité des parcs de Montréal à réguler la température aujourd'hui. Elle a consulté avec Michael les archives historiques et a trouvé des parcs qui ont toujours été verts. C'est vert dans le passé, historiquement, c'est vert aujourd'hui, qui étaient autrefois les zones agricoles, donc les zones agricoles qui sont des parcs aujourd'hui, et qui étaient autrefois les zones industrielles. Je manque une photo aujourd'hui, mais c'est un parc, c'est comme l'autre. Et elle a mesuré la diversité et la structure des arbres et la température de l'air avec les capteurs. En gros, pouvons-nous restaurer ces autres utilisations du sol
pour obtenir des écosystèmes urbains qui fonctionnent bien aujourd'hui. Et qu'est-ce que cela représente pour les communautés, la communauté environnant les parcs? Et l'utilisation historique des sols a peu d'impact sur le refroidissement diurne dans la journée. Donc, les courbes en orange ou brun peut-être ici sont fondamentalement la même réduction en température, mais la nuit, en bleu, ici, les anciennes zones industrielles restent plus chaudes. Le parc ne refroidit pas aussi bien. Et ces anciennes zones industrielles sont souvent situées à proximité de communautés défavorisées. Ainsi, ces anciennes utilisations de sol perpétuent encore aujourd'hui l'injustice environnementale. Le troisième projet sur la température, notre labo travaille également en collaboration directement avec des organisations locales afin de collecter des données. Et ces organisations militent en faveur de la préservation des espaces verts à proximité des communautés défavorisées plutôt que leur développement. Ces communautés sont conscientes qu'elles sont davantage exposées aux îlots de chaleur, mais aussi à la pollution sonore, à la pollution atmosphérique. Et les données que nous collectons ensemble démontrent l'importance de la nature dans l'atténuation de ces phénomènes. Et je tiens à préciser que nous continuons à obtenir d'excellentes données scientifiques avec la communauté. Par exemple, Evan, dans son bac, montre que ces grands espaces verts, comme le Technopark à Montréal, sont plus frais que les zones urbaines environnantes. Nous pouvons approfondir notre analyse et examiner également les divers habitats. Par exemple, voici une graphique préliminaire montrant le potentiel de refroidissement de différents types d'habitats au sein d'un seul espace vert dans le Technopark encore, qui comprend les forêts, une friche, un terrain de golf. Et tous ces espaces verts sont plus frais par rapport à une référence, c'est juste dans la ville. Mais nous pouvons examiner aussi les données de ce capteur de différentes manières. Par exemple, pendant la journée, la zone forestière, les zones à forte couverture forestière sont les plus fraîches. La friche, c'est la même température de la ville pendant la journée. Mais la nuit, ce sont les zones, les espaces ouverts, les friches qui se démarquent des autres par leur fraîcheur. Nous avons besoin de cette résolution spatio-temporelle dans nos données pour comprendre les avantages offerts par ces différents espaces. Il est difficile de le voir, cette différence avec des images satellites diurnes, par exemple. Mais la grande différence avec cet ensemble de données, est-ce que ces données appartiennent également à la communauté, à les groupes militants et sont utilisées dans le cadre de ces efforts d'enseignement et de sensibilisation. C'est une partie d'un plus grand projet avec mes collègues. Nous collectons également des données sociales sur la manière dont les gens utilisent et interagissent avec ces espaces. Grâce à mes collègues en sciences politiques, communication, durabilité. C'est vraiment intéressant pour moi d'apprendre de nouvelles méthodologies participatives, socio-écologiques, des entrevues, des ateliers avec les membres de la communauté. Et maintenant, Sarah, mon étudiant doctorat, prépare son doctorat sur la mobilisation communautaire autour de la nature et les avantages sociaux et écologiques des espaces verts informels, des espaces verts à risque de développement.
Euh, et je sais qu'en tant qu'écologiste, les nouvelles sont souvent décevantes, mais parfois, nos données peuvent aussi contribuer à des victoires. Donc, ça, c'est la groupe mobilisation 6600. Euh, nous mesurons la température et d'autres données écologiques ensemble. Et récemment, cette groupe a réussi à protéger une partie de cet espace vert à Montréal. Bon, OK. Nous avons parlé de certaines méthodes permettent de mesurer un service écosystémique, ainsi que de certaines façons d'intégrer les gens, les vulnérabilités dans ce domaine. Mais cette recherche sur la mesure d'un service écosystémique, de la température, m'a amené à réfléchir au paysage urbain sous un angle nouveau. La recherche soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Et il y avait deux questions qui me trottaient dans la tête. Je vais parler de celle-ci aujourd'hui et vous pourrez me poser l'autre plus tard. Je suis là jusqu'en octobre à l'Université Laval. Alors, qui est responsable de tous ces arbres? Si moi, en tant que scientifique, je dis qu'on devrait planter un certain nombre d'arbres, certaines espèces d'arbres, à qui je m'adresse cette question? Euh, les villes, peut-être. Les villes plantent des arbres et elles le font souvent très bien. Mais cela dépend uniquement de la ville. Non. Par exemple, dans de nombreux quartiers, les arbres privés constituent la majeure partie de la forêt urbaine. Ça, c'est un quartier de Wisconsin, je pense, mais c'est similaire de les quartiers ici à Québec. Les arbres de votre jardin sont donc importants, mais que savons-nous réellement de ces arbres? Les scientifiques utilisent souvent des bases de données publiques sur les arbres pour tirer des conclusions sur la diversité, la résilience, les avantages de nos forêts urbaines. C'est courant dans de nombreuses villes, y compris Québec, mais lorsque nous zoomons, nous voyons combien d'arbres sont dans les jardins privés, dans les jardins. Et Kaylee, une ancienne étudiante de la maîtrise qui travaille maintenant pour Arbres Canada, Kaylee s'intéresse à ces arbres manquants. Elle a un très bon plan pour sa maîtrise, frapper aux portes et mesurer elle-même les arbres. Mais c'était au printemps 2020 et Concordia a répondu non, tu ne peux pas être la Mary Typhoid du COVID et frapper de les portes pour sa maîtrise. Elle a donc impliqué la communauté dans un projet scientifique citoyen afin de mesurer le propre arbre. Et au final, nous avons obtenu un excellent ensemble de données qui comprennent 5000 arbres dans les parcs, les églises, les rues entourant notre campus. Ça, c'est le campus Loyola de Concordia en NDG, Notre-Dame-de-Grâce. OK. Et également, tous les jardins entourant en rouge. Et en moyenne, les jardins privés, c'est ici les private yards, et les arbres de la rue présentent une diversité, une richesse d'espèces plus grande que les parcs et les institutions. Une autre façon de voir ça, cela montre l'accumulation des espèces. Donc, ainsi, à chaque fois que nous voyons un nouvel arbre, nous nous demandons s'il agite une nouvelle espèce ou non. Et nous commençons lentement à atteindre un plateau dans la découverte de nouvelles espèces. Et lorsque nous observons le quartier, les jardins privés en bleu, comme plus d'espèces d'arbres que tout autre type d'espèces vertes. 30% des espèces d'arbres, c'est 50 espèces d'arbres plus ou moins,
c'est seulement trouvé dans le terrain privé. Kelly a également étudié les caractéristiques de ces arbres, mais en choisissant spécifiquement celles qui correspondent aux avantages recherchés par les gens. Donc, ce n'est pas les functional traits typiques de la sylviculture ou la foresterie, c'est le preference-based traits. C'est les traits, les caractéristiques liées aux les services écosystémiques comme les fleurs, les fruits, etc. Et ici, c'est un peu messy, mais nous voyons ici ces caractéristiques se regroupent. Et les arbres en rue, en particulier en violette, en violette, forment un groupe très homogène. C'est un cercle très petit. Et même si les arbres de rue sont diversifiés, il y a beaucoup d'espèces d'arbres, ceux d'une rue à l'autre sont très similaires dans leur fonction, leurs caractéristiques. Ils poussent rapidement, sont assez grands et ont des belles couleurs automnales. Comparez cela au jardin en bleu, le très grand cercle en bleu, les jardins privés sont très différents les unes des autres en ce qui concerne les caractéristiques des arbres. Ainsi, ces arbres qui ne figurent pas dans notre ensemble de données publiques présentent davantage de multifonctionnalité. Donc, en incluant les arbres privés dans nos inventaires, nous comprenons mieux la multifonctionnalité de notre forêt urbaine. Mais on regarde ces données avec caution parce que ces données sont basées sur juste un seul quartier dans une seule ville. Que se passe-t-il ailleurs? Nous attendons ce travail à l'ensemble de Montréal avec mon collègue Alain Paquette de l'UQAM et l'Observatoire de la forêt urbaine. Ça, c'est le travail de maîtrise de Emma. Et Emma a effectué 6 mois de travail sur le terrain pour mesurer près de 30 000 arbres. Donc, bravo Emma, c'est beaucoup d'arbres d'identifier et mesurer de plus de 300 espèces différentes. Et Emma a trouvé que la plupart des arbres se trouvent sur le terrain privé. En particulier, c'est la proportion des arbres dans le terrain privé en vert, particulièrement dans les quartiers où la proportion de surface bâtie, c'est moins. Donc, dans les quartiers à faible densité, il y a beaucoup des arbres sur le terrain privé. Et les résultats préliminaires sur la diversité sont cohérents avec l'autre étude en NDJ où les jardins en feu et les arbres de rue en bleu présentent une grande richesse d'espèces. Et la composition d'espèces diffère également. Par exemple, 3 des arbres plus communs dans la ville, dans les bases de données d'Emma, le cèdre, le lilas, le érable Manitoba, ne figurent pas parmi les 10 arbres les plus communs dans l'inventaire d'arbres publics à Montréal. Donc, la composition, c'est super différent. Alors, ces données sont basées sur une seule ville. Que passe-t-il ailleurs? Nous répliquer ce projet à Québec, à Janani, a déjà commencé ce travail ici à Québec. Elle a un très bel projet sur la forêt urbaine privée avec les étudiants, les bénévoles. Nos collègues Matt et Tahia nous rejoignent à Vancouver bientôt. Et nous agentons d'autres espèces comme les oiseaux, les chauves-souris avec ma collègue Barbara à Environnement et Changement climatique Canada. Nous recrutons actuellement des étudiants et des postdoctorats pour ce projet pour différents rôles. Donc, si tu es intéressé. OK, juste une petite annonce. OK, j'ai beaucoup parlé sur la mesure de la service écosystémique et des acteurs responsables pour les arbres. Avant de conclure, je vais consacrer 5 minutes ou so
d'autres moyens de protéger la biodiversité dans nos villes. Et à Montréal, comme dans de nombreuses villes, les pollinisateurs sont très appréciés lorsqu'il s'agit de préserver la biodiversité. Et il y a une bonne raison à cela. Les villes disposent de nombreux petits espaces verts qui peuvent accueillir des espèces telles que les abeilles qui n'ont pas besoin de beaucoup d'espace. Elles possèdent souvent une grande quantité de ressources florales. Les gens en ville aiment planter les fleurs et peuvent également offrir un refuge contre les produits chimiques agricoles en ville. Ce travail est dirigé par Gail McInnes, une ancienne postdoctorat. Maintenant, Gail dirige une nouvelle organisation, Pollinature, à Montréal. Et ce projet représente une excellente collaboration entre ses connaissances sur les pollinisateurs et mon intérêt pour la biodiversité urbaine. Et ce travail a été inspiré par notre collaborateur Étienne Normandin, expert en abeilles sauvages de Québec, qui a collecté cette énorme base de données en 2013 dans les jardins communautaires, des parcs et des cimetières. Travaillé avec Valérie Fournier ici à Laval aussi. Et la raison pour laquelle Gail s'est tellement intéressée à cet ensemble de données est que depuis que ces données ont été collectées, nous avons assisté à une énorme augmentation de l'apiculture urbaine à Montréal, passant de moins de 300 ruches au moment de l'étude initiale d'Étienne à plus de 3000 ruches aujourd'hui. Et cette image montre seulement certaines des ruches, c'est juste des ruches menées par une seule entreprise qui ont été ajoutées depuis, juste en beige, par rapport au site d'initiation d'Étienne en rouge. Et ce n'est pas nécessairement un problème d'avoir une ruche urbaine. On profite de la miel, c'est un type d'agriculture urbaine, mais de nombreuses personnes installent ces ruches dans le but de sauver les abeilles. Mais en réalité, ils ajoutent des concurrents aux abeilles sauvages. Donc, nous avons rééchantillonné les sites encore une fois en 2020. Je ne recommande pas de faire votre première saison sur terrain en tant que professeur pendant la pandémie. Et c'est ça. On a 5 périodes d'échantillonnage, de juin à septembre. Et je me connais en arbre, pas en abeille. C'est la zone de Gail, mais je vais essayer de faire le mieux avec les résultats. Nous avons constaté une grande diversité d'abeilles, mais une grande partie de notre échantillon était constituée d'abeilles mellifères. 40% des individus sont des abeilles mellifères. Dans nos enquêtes de 2020, la richesse des abeilles sauvages, ça c'est le Wild Bee Richness, la richesse des abeilles sauvages a considérablement diminué avec l'augmentation de l'abondance des abeilles mellifères, des individus des abeilles mellifères ici. Et en fait, cela était quelque peu surprenant, juste parce que nous savons que bon nombre de ces c'est des cimetières, sont des cimetières qui ne présentent pas une grande diversité florale. Et beaucoup de ces sites ici, c'est des jardins communautaires qui devraient être des lieux riches en abeilles, c'est des hotspots pour les abeilles sauvages. Mais nous observons toujours une tendance de domination. Et cette tendance est principalement due aux petites abeilles qui ne peuvent pas parcourir de grandes distances pour butiner. OK. Par rapport aux données de référence en 2013,
voici l'augmentation du nombre d'abeilles mellifères. Donc, ici, à la gauche, les densités d'abeilles mellifères sont similaires en 2013 et 2020. Et ici, à droite, il y a beaucoup plus de ruches, beaucoup plus d'abeilles mellifères en 2020. Les nombres, c'est juste le nombre d'abeilles mellifères en une période de 10 minutes d'échantillage. Et vous voyez que ces lignes commencent à diverger ici à la droite, là où les densités sont plus élevées, les densités des abeilles mellifères. Donc, l'apiculture urbaine à haute densité réduit la diversité des abeilles sauvages. Et cela met en évidence les idées fausses sur la conservation de la biodiversité urbaine. Les ruches gérées ne vont pas sauver les abeilles, mais il y a beaucoup des entreprises, des individus, des villes qui mettent en place les ruches pour sauver les abeilles, pour la biodiversité, pour la durabilité. Et ça, c'est un problème. Alors, je n'aime pas terminer mon colloque sur une mauvaise nouvelle. Alors, voici une histoire un peu, une note négative, un peu plus d'espoir, comme les abeilles. Et dans le cadre de l'étude précédente, nous avons quantifié la densité et la richesse florale et mesuré deux caractéristiques florales liées au succès de l'alimentation des pollinisateurs. Ça, c'est la maîtrise de Serena. Et Serena a mesuré la concentration en sucre du nectar et le longueur de corolle pour chaque espèce de fleur. Et Serena a constaté que la quantité de fleurs était très importante, tout comme la diversité. Non seulement différentes espèces, ce n'est pas juste la richesse d'espèces, la diversité de fleurs, mais aussi différentes formes. En particulier, une diversité dans la profondeur des corolles est importante pour soutenir les abeilles sauvages. Alors, oubliez la ruche urbaine et diversifiez votre jardin. OK, c'était un aperçu de certains de mes projets. Peut-être un peu rapide, mais pour conclure, voici quelques leçons que j'ai tirées d'une décennie d'études de la ville. La première, la ville est un endroit idéal pour les chercheurs en écologie. Le paysage urbain, c'est un excellent système pour poser des questions écologiques spéciales, temporelles, participatives. Et nous devons protéger ce qui reste. Les espaces verts et les arbres matures qui subsistent contribuent à notre bien-être. Et la mesure de ces avantages nous aide à formuler des recommandations fondées sur les données probantes. Et les écosystèmes, les services écosystémiques de nos futures villes sont générés par les décisions que nous prenons aujourd'hui. Donc, c'est super important qu'aujourd'hui, nous protégeons les espaces verts, nous plantons des arbres, nous protégeons les arbres matures. Nous devons penser au dehors en parc aussi. Historiquement, l'écologie urbaine s'est concentrée sur les espaces publics, tels que les parcs, peut-être les arbres de rue aussi, mais les jardins privés, les institutions, les terrains vagues apportent des avantages super importants. Une approche paysagère que prend en compte l'ensemble de la mosaïque des espaces verts est essentielle pour mieux comprendre l'écologie de nos villes. Nous devons combattre les idées fausses. Il s'agit d'un rôle important pour les scientifiques en général, en particulier aujourd'hui, avec le politics aujourd'hui. Mais les villes en particulier sont peuplées de personnes animées de bonnes intentions. Et souvent avec l'argent, avec temps. Donc, les écologistes jouent un rôle clé dans le transfert des connaissances afin de guider les actions des citadins, les actions des groupes, des décideurs. Et enfin, nos actions sont importantes,
Les petits gestes dans votre jardin ou votre campus se multiplient. Nous avons tout un rôle à jouer dans la conservation urbaine. OK, merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Je serais heureuse d'essayer de répondre à vos questions. Peut-être en anglais, après 1 heure en français. Je suis un peu fatiguée, mais je vais essayer de mieux. Oui. Alors, je dis, Moi aussi, je sais pas. OK, oui. Je juste voulais dire merci encore à Carly pour cette belle présentation. On a appris beaucoup en foresterie urbaine à Montréal. Merci. Et est-ce qu'on peut prendre des questions dans la salle en première? Après ça, je vais suivre en ligne. Oui, Monique? Vous pouvez, je vais répéter la question. Ouais. Répéter. Pour accumuler de l'eau, pour être rempli par le Je sais que les villes en Europe qui font stocker de l'eau, en temps de sécheresse, les arbres peuvent être encore alimentés en eau pour les gens qui n'ont pas leur semence. Oui, oui. Je vais répéter la question pour en ligne. Monique Pullen demande si les arbres en roue, est-ce qu'il y a une limite pour leur capacité à fournir des services écosystémiques? J'ai résumé ta question comme ça, c'est correct pour donner sur les taux d'échange, transpiration des autres éléments importants pour les villes. Probablement, oui. Je ne sais pas exactement. Ce n'est pas une question que nous avons posée de notre recherche, mais j'imagine dans les canicules, par exemple, dans les vagues de chaleur, il y a probablement moins de refroidissement à cause de moins de transpiration, évapotranspiration. Je vais passer en anglais, mais I think it probably depends on the mix of species that are there. In some of our work, we've seen that there actually is greater capacity to reduce temperature even during heat waves. But I'm not sure how far that will extend. I think eventually there is probably a point where there's particularly in cities that are more water stressed or during prolonged periods of stress, I would hypothesize that there's a point where you're going to get less cooling because of less evapotranspiration. Yeah, we're trying to do a little bit of work now looking at how the mix of species affects the cooling capacity. It's been very challenging to do in the city because you're just working with the mixes of species that are there. And so finding areas that are kind of dominated by a single species to be able to compare is challenging. I think now that we have much more data on the private trees, we have a broader sample of diversity of trees that we can start thinking about this. I think certainly on the tree level, there are impacts on capacity for evapotranspiration. There are different functional traits that are going to influence your cooling. Whether that scales up to kind of the scale of like a neighborhood cooling, we don't have a really good handle on that yet. But at some point, I think we're going to hit a plateau where we don't have the capacity to cool in these really, really hot temperatures. And that's part of why we need to start thinking now about which species we should be planting in our cities. Yeah, mais c'est une bonne question.
Je pense que je vais aller en ligne. Je vois quelque chose. Là, je pense le chat. OK. Peut-être un autre écran. OK, d'accord. Avec le petit rouge. Est-ce que Manuela peut lire les questions peut-être? On n'a pas de questions, OK, c'est juste des commentaires. OK, bon, est-ce qu'il y a d'autres questions en salle? Oui, Marie? Along 30 years ago, Mhm. and so herbicide reduction, pesticide reduction, supposed to be there. Mhm. In the city of Quebec, or the semi-rural. Yeah. Suburbanite, they still apply it because they still see multiple, let's say dandelions or so. Sure. Mhm. I was really surprised that their bee populations were changing, even despite the changes in the law. And so, is there something going on there, or have you looked in Quebec to see what's going on, or whether there's supposed to be any kind of effect with those changes in the law? So just to repeat the question was posed in English. Whether pesticides in urban ecosystems have any sort of effect on bee populations, or the changes that we're seeing, or the policies related to pesticides might contribute to some of the bee decline that Carly's and colleagues' work see, correct? Oui, c'est ça. Okay, merci. Yeah, that's a great question. So we didn't look specifically at pesticides. Many of the areas where we're sampling have very low pesticide use. So we're sampling in like community gardens, in nature parks, where generally pesticides aren't commonly used, or are used really like sparingly on very specific species or locations. And so I don't think we would have picked up a really strong signature in our data of pesticide use. It would be interesting to try and go back and see how like policy changes might have had an impact. You'd have to have data before and after the change in pesticide use. And I'm not sure, like we were very, very lucky that we even had 2 data points where someone had gone out and done like similar sampling in similar spaces. And in that period of time, we haven't seen, in Montreal, huge policy changes in pesticides. There has been some interesting work in general that looks at pesticide effects on insects, and cities. Urban green spaces can often be kind of a refuge because the pesticide use tends to be much lower compared to, for example, like surrounding agricultural areas. And so even though you would expect to see much higher diversity and abundance of bees and other insects, and you do sometimes in these agricultural areas because there's so much more natural habitat, you do still see city green spaces acting as a bit of a refuge for species that are more sensitive to that pesticide use. I know pesticide use in general is something, and herbicide use, things like glyphosate, is a really challenging problem in the city because in general, communities, people don't want these to be used. But there are often occasions, for example, very stubborn invasive species where their use can be really important for management. So it's always kind of this point of tension about, to what extent do we regulate and reduce their use? And then there's regulation and there's enforcement, which often is a problem we see with things like fertilizers as well, where even in municipalities, if you regulate your fertilizer use, people are still adding it to their own lands and gardens. And so it can be a challenge to actually monitor how much is being used on the landscape. Je vois 2 autres messages en ligne. Juste pour... Super. C'est juste des commentaires. Est-ce qu'il y a des questions? OK, il y a une autre. During the study of public versus private tree diversity, was there a particular reason why public have less diversity? And is it because it cost more
to plant trees, to have more tree species, or about management and policy? Great question. So, why are there more tree species on private land? I don't think it's necessarily a cost issue, or at least not entirely a cost issue. I think it's about people's preferences and choices, right? When you think about how many different residential yards there are that are all being managed by individuals, people make choices on public land. We're making choices about tree planting for particular reasons. Often that's for trying to plant trees that are going to do well in that space, or for particular services. We're trying to plant trees that will provide shade, that will store carbon, that will fit a certain aesthetic, that are going to be safe. They're not going to block the view. Whereas on private land, especially in yards, like people are just planting what they like. They're just planting, a flowering tree that reminds them of their home country or their grandmother, or they saw it at a garden center and it looked really different. And so you're seeing these personal choices and preferences really kind of scale up to create more diversity on the landscape. We're also seeing some differences in just the things that people want. Like, we don't often plant a lot of fruiting trees in public areas because they take more maintenance. There can be more mass, whereas people love to have fruit trees in their yards. We plant a lot more conifers on private land because people value like hedges for privacy, whereas in a street you don't want to be blocking the view or endangering drivers. And so I do think it has more to do with just preference and choice and having a really broad range of options. We find some truly like wild things in these data sets. There's a woman in Montreal who grows banana trees in her yard. I didn't think that was possible. And so we're constantly going like, Emma, are you sure? And she's like, yes, I saw this species. And so it's a lot of that diversity. Really, species richness, even though that's what I showed you, is not the best measure to be using because there's a lot of rare species that show up in, 1 or 2 yards that are really inflating that. Now we're going through this data and we're looking more at the effective number of species, some of our other measures of diversity that will give us kind of a better sense of what this looks like, because the richness, you're getting all kinds of rare things in people's yards. Which is really interesting that we're planting these things. But I think it's a preference thing more than like a policy or a money thing. Vous pouvez parler en français aussi. Ça marche. Oui. Damas? Est-ce qu'il y a plus de conifères ou feuillus dans la ville de Montréal? C'est ça la question. Oui, c'est la dernière question parce qu'on doit terminer, mais est-ce qu'il y a, Damas pose, est-ce qu'il y a plus de conifères ou feuillus? Oui, les conifères, dans les zones publiques, non. Les conifères, c'est relativement rare. Ce n'est pas super commun de planter des conifères. Un peu dans des parcs, par exemple, mais dans la rue, non, parce que les conifères limit the view. Mais dans les terrains privés, oui. L'espèce la plus commune dans les terrains privés, dans les jardins, c'est le cèdre. Et c'est à cause de les haies, les hedges. C'est à cause de les haies dans le terrain privé. J'imagine il y a beaucoup de conifères ici à Québec par rapport à Montréal, juste parce qu'il est un peu plus nord, mais on va voir avec les données de Janani, ça c'est la première étape. Mais oui, les conifères, pour les organisations qui plantaient sur les terrains privés, par exemple, Sauverdi, c'est une organisation qui travaille avec les entreprises, avec les écoles, les universités.
il favorise les conifères pour augmenter la biodiversité et les fonctions en ville. Donc, c'est en train de changer, je pense. J'imagine dans le futur, on va avoir plus de conifères par rapport à aujourd'hui. OK, merci tout le monde. Ça termine la conférence de Carly et merci encore Carly pour venir ici pour présenter votre projet.